Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres, qui parle de sciences humaines. Pour ce 8e épisode, on va s'attaquer à un domaine dont on n'avait pas parlé précédemment, à savoir la psychologie cognitive. Donc en fait, la psychologie cognitive, c'est toutes les fonctions psychologiques telles que la mémoire, le raisonnement ou la perception, toutes ces fonctions qui vont conditionner notre appréhension au monde. L'auteur dont on va parler aujourd'hui, à savoir James Reason, c'est un expert du domaine et sa connaissance du cerveau humain, il va l'utiliser pour une thématique principale, à savoir la gestion des risques. Les théories et les modèles de James Reason ont sans aucun doute contribué à sauver un nombre incalculable de vies et à mieux comprendre en quoi le cerveau était à la fois une machine formidable et une machine capable d'un nombre incalculable d'erreurs. On va donc essayer de s'intéresser à ces théories et à ces modèles, et ça commence maintenant. James Reason est un professeur de psychologie de l'université de Manchester. Il est spécialisé dans ce que l'on appelle la gestion des facteurs humains, c'est-à-dire en fait l'étude de la contribution humaine qui est impliquée dans un événement. Cette étude, elle est surtout envisagée afin de sécuriser et de faciliter certaines tâches humaines. Ce domaine d'étude, il a principalement été impulsé par et pour le domaine de l'aviation. Dans un avion, la gestion des facteurs humains permet de comprendre les raisonnements du pilote qui est situé au sein du cockpit. Car on peut essayer de sécuriser la machine tant qu'on veut. Si on ne prend pas en compte les potentielles réactions, erreurs, certitudes, limites de l'humain qui pilote la machine, on court nécessairement à l'accident. Cette étude ne se limite pas aux interactions avec la machine, mais aussi aux échanges avec, par exemple, le pilote et le copilote, ou le pilote avec la tour de contrôle. Bien évidemment, ce domaine ne se limite pas aux avions et s'étend à de nombreuses autres activités telles que le monde hospitalier ou bien l'ingénierie nucléaire par exemple. Vous l'aurez compris, la gestion des facteurs humains, elle est surtout orientée vers des domaines où on n'a vraiment pas trop le droit à l'erreur, comme quand on fait atterrir un 747, quand on manipule du plutonium ou alors quand on fait une chirurgie à cœur ouvert. James Reason est un grand expert de ce domaine de la gestion des facteurs humains et à ce titre, il a théorisé plusieurs types de défaillances humaines. D'un côté, les défaillances actives, c'est-à-dire qui sont liées directement à un acteur en prise directe avec le problème qui survient. Par exemple, au bloc opératoire, c'est un soignant qui va sortir 2 ampoules différentes et qui va préparer la mauvaise injection. Oui Françoise, c'est bien de la noradré, hein? Oui, je n'avais jamais vu de jaune fluo, du coup je m'inquiétais. Non, mais je m'inquiète plus. Bien évidemment, on imagine bien que ces défaillances actives, elles peuvent être dues à un nombre incalculable de facteurs. Ça peut être les conditions de travail, la fatigue ou le nombre de tâches à effectuer en même temps sur un moment donné. D'un autre côté, on a les erreurs qui sont dues au système dans lequel le problème survient. C'est ce qu'on appelle les erreurs latentes. Si on reprend par exemple l'erreur d'injection au bloc opératoire, une erreur latente, ce serait par exemple que 2 ampoules qui font quelque chose de radicalement différent, avec des dosages radicalement différents, soient marquées de la même façon, avec un packaging qui est relativement similaire, ou qu'elles soient stockées juste à côté. Oui Françoise, je reviens vers toi. Elle était bien dans le tiroir de droite. Non, pas le tiroir de droite, non, le tiroir de droite. Ce sont donc des problématiques organisationnelles qui encouragent directement la subvenue d'une erreur dans le cadre de l'activité. Enfin, on a une dernière défaillance qui est donc la défaillance d'ordre technique, c'est-à-dire un problème qui survient à cause directement d'une machine ou d'un objet qui est engagé, qui est compris dans l'activité. Dans le bloc opératoire toujours, si la seringue casse ou si le respirateur tombe en panne, on va parler de défaillance d'ordre technique. Oui Françoise, je sais que l'écran dit que tout va bien, mais bon, je me dis les lèvres bleues, bon, peut-être un indice. Donc voilà pour les 3 types de défaillances, on va essayer de les reprendre toutes les 3 dans le monde de l'aviation cette fois-ci, histoire de bien les intégrer. Donc la situation est la suivante. Un pilote demande son altitude au contrôleur au sol et l'information qu'on lui transmet n'est pas conforme avec l'altitude qu'il constate dans son cockpit. Si l'altitude est affichée clairement à la vue du pilote et que l'altitude affichée est la bonne, alors l'erreur dans la communication est plutôt liée à une défaillance du pilote. Celui-ci a mal lu ou a mal compris l'information transmise, on parle de défaillance active. Si l'altitude est par exemple très peu lisible ou très proche d'une information similaire, alors l'erreur dans la lecture du pilote est potentiellement liée à l'organisation du cockpit, c'est-à-dire à son ergonomie. L'erreur est alors latente. Si l'altitude affichée est clairement lisible mais que celle-ci est erronée, alors on assiste à une erreur d'ordre technique. Mais en fait, lors de l'arrivée d'un événement grave, comme le crash d'un avion ou alors la mort d'un patient dans une salle d'opération, l'erreur, si erreur il y a, n'est jamais attribuable à un seul facteur. C'est donc souvent une association de défaillances techniques, humaines et organisationnelles qui vont générer l'accident. Donc James Reason, vis-à-vis de cela, il dit 2 choses. De 1, il dit que l'erreur est inséparable de l'intelligence humaine.
Donc l'humain doit être placé au cœur du système de lutte contre l'erreur. Deuxièmement, il dit que face à ces multiples facteurs d'erreur, il ne faut pas mettre en place un système de défense contre l'erreur, mais plutôt une suite de remparts qui vont permettre de prévenir l'accident. C'est ce que l'on appelle les plaques de Reasons ou le fromage de Reasons. Bon, vous comprenez directement la référence au produit laitier vu le schéma. Moi, je trouve personnellement que l'image du fromage n'a pas grand-chose à foutre là-dedans. Mais bon, si ça vous permet de mieux visualiser éventuellement, vous pouvez voir une tranche démentale. Pour mieux comprendre ce système, on va reprendre un exemple du monde hospitalier et on va prendre une erreur qui malheureusement est arrivée dans plein de blocs opératoires différents, à savoir le fait que le mauvais côté d'un patient soit opéré. En l'occurrence, on va prendre l'exemple de la mauvaise jambe qui est opérée par le chirurgien. Bon voilà Madame Martin, une prothèse toute neuve, je suis assez fier de moi et je me suis trompé de jambe. Oui, alors d'accord, oui, mais selon comment on regarde, c'est vrai que ça fausse un peu le... Oui, bon. Oui, mais Françoise, oui, mais essayez pas de partir. Revenez ici, Françoise. Oui, vous m'avez donné le dossier un petit peu, je me rappelle, de façon à l'envers, à l'endroit, de façon un petit peu ambiguë. Bon, j'aime pas dénoncer, mais... Donc face à ce risque, imaginons la mise en place d'une plaque de Reason. On va mettre en place la règle que maintenant, avant d'arriver en salle d'opération, l'infirmier qui amène le patient en salle va lui demander de confirmer quelle est la jambe qui doit être opérée. Donc on peut supposer que cette plaque va la plupart du temps permettre de bien déterminer quelle jambe est malade et aussi de ne pas se tromper lorsqu'il s'agira de l'ouvrir. Cependant, cette plaque, comme toutes les mesures de sécurité, contient des faiblesses, c'est-à-dire des trous. Le patient peut être par exemple confus, dément ou simplement stressé et se tromper de jambe lorsqu'il l'indique à l'infirmier. L'infirmier peut se tromper en transmettant l'information au chirurgien, le chirurgien peut mal comprendre l'information, il peut s'agir de la bonne jambe mais du mauvais patient, etc., etc. On voit bien qu'une seule et unique mesure n'est pas capable de prémunir de l'accident. La logique de Reason, du coup, c'est de proposer une superposition de plaques pour se prémunir un maximum contre l'arrivée d'un événement indésirable, tout en gardant à l'esprit que toutes ces plaques individuellement contiennent des failles. Bon, ok Madame Martin, c'est pas la bonne jambe. Après, moi je dis, il faut rien regretter. Je vous ai mis de la rotule allemande, c'est de la qualité, c'est de l'alu. Vous pouvez y aller, ça ne bougera jamais. Vous, corporellement, vous serez parti, la rotule sera encore là. Précisons ici qu'on peut voir ces plaques de deux façons. Ces plaques peuvent être vues soit comme une succession de mesures, donc les vérifications avant l'opération, la présence du dossier, le marquage, mais on peut voir aussi ces plaques comme la succession des domaines qui contribuent à la sécurité. Ça peut être le design, la culture de la sécurité, l'expertise en sécurité des acteurs ou les différentes procédures qui sont mises en place. Cette vision des plaques de Reason dépend de l'utilisation qu'on veut en faire et du domaine dans lequel celui-ci sera employé. Pour cette opération de la jambe, par exemple, on va donc demander au patient son identité et la jambe concernée avant de partir de la chambre, en arrivant devant le bloc opératoire et encore une fois lorsqu'il est entré dans la salle d'opération. On va confronter ces informations au dossier qui est disponible auprès du patient, mais qui est également disponible informatiquement auprès de l'équipe opératoire. Ces exemples ne sont qu'une petite partie de toutes les précautions à prendre avant le début d'un acte chirurgical, et comme dans l'aviation, il va y avoir une checklist, et si tous les éléments, toutes les précautions ne sont pas rencontrées, alors l'opération ne peut débuter. Aussi, pour que l'événement indésirable arrive, il faudrait que toutes les failles du système s'alignent et laissent l'accident arriver. Toujours dans le cas d'une opération qui se passerait du mauvais côté, il faudrait par exemple que le patient se trompe plusieurs fois en montrant la jambe à opérer, que le dossier montre la mauvaise information, que personne vérifie ce qui est dit entre le patient et le dossier. Bref, dans un avion comme dans une centrale nucléaire ou dans un bloc opératoire, cela ne garantit jamais une sécurité à 100%, mais ça permet de réduire drastiquement tous les risques qui sont liés aux activités. Bon alors oui, certes, c'était pas le genou malade. Après, vu la rotule que j'ai sortie, à mon avis, on n'a rien à regretter. Là, avec la rotule de compète que je vous ai mis, dans 2 ans, c'est Jeux Olympiques, c'est 110 mètres haies et c'est médaille d'or. Évidemment, ces plaques et donc ces mesures, ces procédures, elles ne viennent pas de nulle part et elles émanent de 3 types de gestion différentes de la sécurité. Une gestion réactive, proactive et prédictive. Une gestion réactive, comme son nom l'indique, c'est avoir une réaction face à un accident qui s'est déroulé. On va avoir recours à ce qu'on appelle les REX ou retours d'expérience, ainsi que ce qu'on appelle les revues de mortalité et de morbidité. On va tenter de déterminer quels ont été les mécanismes de l'erreur en marche lorsqu'un accident est arrivé pour en déduire des solutions pour que ça n'arrive plus. On a également ce qu'on appelle une gestion proactive, c'est-à-dire une observation et des comptes rendus qui sont faits sur l'activité. Le but est de réaliser une sorte de carte, de schéma de l'activité pour déterminer où les erreurs sont susceptibles d'arriver avant qu'elles n'arrivent.
Enfin, on a ce qu'on appelle une gestion prédictive de l'événement, qui est là plutôt une surveillance en sous-marin de l'activité, afin de pouvoir identifier des dysfonctionnements qui peuvent amener à des accidents. Évidemment, pour aboutir à une gestion des risques efficace, on assiste souvent à une association des 3 types de gestion pour pouvoir avoir une vision sur tous les angles et avoir la meilleure prévention possible des accidents qui pourraient arriver. Donc James Reason, ça n'a pas été le premier à s'intéresser à ces questions-là, mais c'est un acteur hyper important de cette thématique de la gestion des facteurs humains. Donc encore une fois, ces théories et ces modèles ont influencé et influencent encore aujourd'hui beaucoup la façon dont on essaye de prévenir les accidents dans les milieux à risque. Voilà pour cette émission. Comme d'habitude, je vous laisse pas seul dans la nuit et je vous conseille 2 contenus pour pouvoir poursuivre si cette thématique vous intéresse. Donc d'abord, je vous encourage à regarder des gens qui se pètent la tronche. En plus d'être relativement drôle, c'est aussi un bon moyen d'exercer les théories qu'on vient de voir, à savoir est-ce que c'est une erreur qui est active, latente, technique, est-ce que ça aurait pu être prévu, comment ça aurait pu être prévu. Voilà, moi ça m'arrive de le faire quand je m'ennuie, me jugez pas. La seconde vidéo que je vous invite à regarder, c'est une vidéo de James Reason lui-même qui explique son modèle et ses diverses ramifications. Rien que pour le moment où il est en train de tenir 2 tranches de fromage pour expliquer sa théorie, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager où vous le pouvez et surtout où vous le souhaitez. N'hésitez pas également à vous abonner afin de pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez et on se dit à la prochaine. Salut! On a pris du rabat à la cantine, Madame Martin. Je n'ai plus de rotule moi-même. Là, on part. Là, je suis en bloc ortho dans... Ah, vache. Je me suis éclaté. Shake that thing, mess around. I declare she can mess around.